gauche aujourd'hui, la gauche qui bombe le torse avec deux universités d'été, celle d'Europe Écologie Les Verts à Tours, celle de la France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère. D'ailleurs, c'est là qu'on va se rendre pour commencer, à Châteauneuf-sur-Isère, du côté de la France Insoumise, rejoindre nos envoyés spéciaux Dounia Tengour et Olivier Gangloff. Bonjour Dounia, on sent les dissensions naissantes avec les partenaires du nouveau Front populaire. Bonjour Anthony, alors effectivement la France Insoumise fait aujourd'hui sa grande rentrée politique. Alors ici l'ambiance est festive et studieuse puisque les militants sont venus nombreux écouter des conférences. En ce moment même, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a une conférence de Jean-Luc Mélenchon sur le thème de la créolisation. Et cette année, l'université d'été de la France Insoumise est loin d'être une grande fête puisque les enjeux de cette rentrée politique sont cruciaux. On rappelle que la France Insoumise fait partie du bloc du nouveau Front populaire. Et depuis quelques jours, on sent des dissensions. Nous sommes allés poser la question au coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, sur ces dissensions. Et nous lui avons rappelé les derniers propos de Raphaël Glucksmann sur le fait qu'il fallait tourner la page Mélenchon. Et je vous propose de l'écouter sur cela. Raphaël Glucksmann, en fait, il n'a jamais été membre du nouveau Front populaire. Dès le premier jour, il a pris ses distances avec cette coalition. Et donc ça ne me surprend pas, si vous voulez, qu'il continue en quelque sorte en faisant ça, à affaiblir le nouveau Front populaire et à faire le jeu d'Emmanuel Macron. Parce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que le nouveau Front populaire remporte en quelque sorte son bras de fer avec le président de la République pour pouvoir gouverner le pays demain, pas pour nous faire plaisir à nous. Alors pour l'instant, les organisateurs sont assez heureux de l'organisation de cette université d'été puisqu'il y a déjà 2000 personnes qui sont sur place et 3200 préinscrits. Merci beaucoup Dounia Tengour, merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne derrière la caméra. Louis Dragnel, est-ce que c'est significatif là ce qui est en train de se passer, la réaction de Raphaël Glucksmann qui dit voilà, il faut tourner la page Jean-Luc Mélenchon, il dit aussi il faut tourner la page Emmanuel Macron, hein, pas par la même occasion, mais il faut tourner la page Jean-Luc Mélenchon et là... Manuel Bompard qui lui répond bon, c'est lui qui pose problème au sein de ce nouveau Front populaire, c'est lui qui fait le jeu d'Emmanuel Macron finalement, Raphaël Glucksmann. Alors, la difficulté pour Raphaël Glucksmann, c'est que comme à l'occasion des élections européennes, il avait déjà dit qu'il fallait tourner la page Mélenchon et qu'in fine, il avait appelé à voter pour lui, je trouve que sa parole a quand même beaucoup moins de crédit aujourd'hui qu'elle n'en avait avant ces élections législatives. Donc on peut se demander, voilà, aujourd'hui, quelle est la parole, quel est le poids, quel est le crédit de la parole de Raphaël Glucksmann, d'autant plus que si on se souvient bien, que ce soit la NUPES puis le nouveau Front populaire, globalement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réussi à imposer cette formidable machine électorale. Alors, il y a plein de gens qui sont choqués par tout ce qui s'y passe, mais globalement, c'est une opération incroyable et qui a formidablement bien fonctionné, puisque ça a été quand même globalement couronné de succès électoralement, notamment à l'occasion des dernières élections législatives. Je me permets une analyse, vous allez me dire si c'est juste ou pas selon vous, mais Lucie Castet, aujourd'hui, elle était aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, pas celle de la France Insoumise. Alors elle va y aller samedi. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose, le fait qu'elle aille d'abord à celle d'Europe Écologie Les Verts? Alors, évidemment, chez Europe Écologie Les Verts, elle est très bien accueillie, elle s'entend très bien avec Marine Tondelier, mais elle va faire la tournée sans doute de tous les partis. Je pense qu'il n'y a pas un sujet... oui, faut pas extrapoler. Non, en revanche, le sujet est plus du côté du Parti Socialiste, où là, pour le coup, les vieux barons du Parti Socialiste ont quand même beaucoup de mal avec l'idée de soutenir Lucie Castet. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il y en a beaucoup d'entre eux qui soutiennent plutôt Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre, qu'ils considèrent comme plus raisonnable, comme étant quelqu'un qui a déjà gouverné, qui n'a pas des idées farfelues, qui a une forme de classicisme de gauche, si on peut parler comme ça. Et vous êtes d'accord autour de la table? Il n'y a pas de malaise autour de la France Insoumise du côté du nouveau Front populaire? Il n'y a pas de dissension? Ah mais si, il y a des dissensions, pardon. Ça peut paraître cynique ce que je dis, mais et si je devais préciser mon propos, c'est qu'à gauche, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que vous pouvez vous mettre les doigts dans les yeux, vous arracher les cheveux pour des sujets fondamentaux, comme par exemple la question palestinienne, le Hamas et tout ça. Et puis dès qu'il s'agit de se faire élire, ou dès qu'il s'agit de faire bloc avant des échéances politiques très importantes, là, tout est pardonné et il n'y a plus aucun problème. Et c'est ça l'alchimie incroyable de cette gauche-là, de ces gauches-là. C'est cette capacité à s'entendre malgré tout,
malgré toutes les divisions, malgré tous les désaccords, pour l'instant. C'est-à-dire que je vous rejoins sur cette idée que ce nouveau Front populaire, cette alliance, est une machine à gagner les élections, mais je pense que c'est pas une machine à gouverner. Mais je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que cette alliance, elle ne peut pas un peu comme la NUPES, elle va finir par se déchirer. Vous savez, lorsqu'ils se sont liés entre eux, on a parlé de l'alliance de la carpe et du lapin. C'est-à-dire que finalement, cet attelage de partis de gauche, ils n'ont pas forcément beaucoup de choses en commun. Et on l'a vu d'ailleurs sur, vous savez, sur leur fiche de programme. Il y a des sujets qui ont été complètement éludés. La question du nucléaire, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les sociodémocrates, avec les insoumis ? La question palestinienne aussi. On sait qu'il y a des divergences très profondes avec les insoumis qui sont beaucoup plus radicaux et les sociodémocrates qui n'aiment pas utiliser, par exemple, le terme de génocide et qui régulièrement ne sont pas forcément d'accord avec les prises de position de Rima Hassan. Donc, il y a des divergences qui sont profondes malgré tout au sein de cet attelage. Ils se sont liés pour les élections. On peut considérer qu'un certain nombre d'entre eux se sont assis sur leurs convictions, sur leurs valeurs, sur leur grande idée de la politique pour pouvoir gagner pour des raisons purement électoralistes. Bon, c'est le jeu de la politique, vous me direz. Mais malgré tout, ça ne durera pas sur le long terme. Moi, je leur donne pas 6 mois. Si jamais, par miracle, ils réussissent à faire un gouvernement et si jamais, par miracle, ce gouvernement n'est pas censuré, ils ne tiendront pas pour des raisons, malgré tout, de politique interne et d'opinion. Là, vous avez raison, c'est qu'il y en a qui veulent gouverner et d'autres qui ne veulent pas gouverner. Et globalement, quand vous regardez le Parti socialiste qui a été par le passé un parti de gouvernement, la plupart des députés aspirent à gouverner. Leur rêve dans la vie, c'est d'être ministre. Du côté de la France insoumise, pas du tout. Il y a, je pense, plus de la moitié des députés qui se complaisent tout à fait dans ce rôle d'opposition, de trublion, d'agitateur, voire pire, de provocateur. Et ça leur convient tout à fait. Et c'est vrai que sur la stratégie à moyen et long terme, tous les opposent. Et réellement, tous les opposent. Et après, là où je vous rejoins aussi, c'est qu'ils n'ont, pour beaucoup d'entre eux, rien en commun, à part cette capacité à s'entendre au moment des élections pour ne pas investir des candidats les uns en face des autres. Et vous vous rappelez que même sur le nom de Lucie Castet, ils n'étaient pas d'accord. Bien sûr. C'est-à-dire que vous aviez le Parti socialiste qui appelait à proposer un nom issu de la société civile, et vous aviez le Parti socialiste qui voulait absolument proposer le nom de Mélenchon ou des grands classiques du Parti de la France insoumise. Donc il y a des rivalités qui sont profondes, ils se sont entendus le temps d'une élection. Ce qui me semble aussi symptomatique, c'est le fait malgré tout qu'il y ait eu plusieurs universités d'été. On aurait pu considérer que à ce moment du calendrier, ils auraient pu se dire nous allons faire une université d'été ensemble pour montrer notre union. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire quelque chose aussi. Ils auraient pu faire un effort en ce sens. Oui, voilà, exactement. C'est aussi une des faiblesses structurelles d'ailleurs du NFP de 2024 qui, contrairement à la NUPES de 2022, n'a même jamais pensé pouvoir incarner un groupe commun à l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi le signe en effet des divisions extrêmement profondes qui résident entre ces partis coalisés. Et d'ailleurs, on pourra rappeler, et je pense que c'est l'une des faiblesses structurelles de cette alliance, que si l'on rabat les résultats des élections législatives à la proportionnelle, on découvre que la gauche désunie des européennes a récolté plus de voix que la gauche unie des législatives. Et donc, c'est évidemment une question idéologique qui va être interrogée, puisque, comme Noémie Alioua l'a rappelé, sur un nombre incommensurable de sujets, le Parti socialiste et la candidature de Raphaël Glucksmann au cours des élections européennes motivaient des électeurs qui étaient assurément différents que ceux qui sont motivés par le nouveau Front populaire. Et d'ailleurs, la dernière chose s'agissant de Raphaël Glucksmann, je pense qu'il est un peu pris en tenaille parce qu'il sait à la fois qu'une majorité des électeurs de gauche nostalgiques de la social-démocratie sont plutôt de son côté, mais dans le même temps, il est totalement dépassé par les cadres des autres partis qui aujourd'hui dominent à gauche, et il me semble même qu'il a été en un sens dépassé par sa propre formation politique, puisque l'on a vu des membres de Place Publique, qui est déjà un parti extrêmement marginal, se rendre aux réunions du nouveau Front populaire en amont de l'annonce de cette proto-coalition, alors même que Raphaël Glucksmann publiquement désavouait encore le projet d'alliance avec la France insoumise. Et donc à partir du moment où vous avez déjà une formation politique qui est très marginale et qu'en plus les membres de votre propre parti vous désavouent, c'est un peu compliqué ensuite d'incarner une ligne singulière. On va marquer une courte pause. Gilles Miali, je vous donne la parole juste après. On va montrer à Emmanuel Macron qu'on est prêt à gouverner. On va lui rappeler les réalités institutionnelles. Vous entendrez ces mots de Lucie Castet aux journées d'été, aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. C'était cet après-midi. Et je vous poserai cette question. La gauche croit-elle en ses chances d'arriver à Matignon, ou fait-elle semblant de croire en ses chances d'arriver à Matignon ?
De retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec mes invités pour évoquer toute l'actualité. Louis Dragnel, Elliot Maman, Noémie Alioua et Gilles Miaeli. On continue à parler de cette gauche qui s'accroche à l'espoir d'accéder à Matignon à la veille d'une série de rencontres entre Emmanuel Macron et les chefs de partis politiques et de groupes parlementaires. On a 2 universités d'été qui ont débuté aujourd'hui, celle de la France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère, on en a parlé il y a quelques instants. On va évoquer celle d'Europe Écologie Les Verts du côté de Tours cette fois, en présence notamment de Lucie Castet qui s'est exprimée tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. Je suis vraiment ravie d'être ici, c'est ça qui me porte, c'est ça qui nous porte collectivement pour poursuivre nos actions et enfin pouvoir se mettre au travail en tant que gouvernement. On va montrer au président de la République qu'on est prêt à gouverner, on va lui rappeler les réalités institutionnelles et on va montrer qu'on est au travail, prêt à travailler, prêt à faire des compromis, mais sur la ligne du nouveau Front populaire. Alors Gilles Miaeli, on ne va pas se mentir, Emmanuel Macron a déjà dit qu'il ne voulait pas de Lucie Castet à Matignon. Néanmoins, la gauche croit encore à cette hypothèse, ou en tout cas veut démontrer à Emmanuel Macron que c'est possible. Est-ce qu'elle y croit véritablement, cette gauche, ou elle fait semblant d'y croire? Alors je pense qu'il y a une stratégie de communication. Il faut occuper le terrain, il faut qu'on parle d'eux, il faut que c'est eux qui dictent de quoi on parle les matins, les soirs, l'après-midi, les débats, les chroniqueurs. Ça, c'est la première chose. Et ça marche très bien. Après, on sait que la clé, c'est le compromis, cette formule magique qui pourrait réunir une majorité, au moins une majorité relative au Parlement. Et c'est lui ou celle qui pourrait être l'ingénieur, l'architecte de ces compromis, va diriger le gouvernement. Alors, c'est très peu probable que ce soit Mme Castet, parce que malgré toutes ses qualités, elle n'a jamais été élue, elle ne connaît pas le Parlement, elle ne connaît pas le travail politique, les négociations. C'est une technocrate, probablement assez de très haut niveau, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un pour être directeur général de la France, mais qui être quelqu'un qui dirige la France et qui arrive à tisser des alliances et à négocier des compromis. Et je vois mal comment elle peut être cette personne. Et puis, dans l'ensemble qu'elle souhaite représenter, il y a un problème. Je pense que le LFI ne souhaite pas exercer le pouvoir, parce que gouverner, c'est décevoir. Et ils ont vu ce qui se passait avec Tsipras en Grèce. Depuis qu'ils ont exercé le pouvoir, ils étaient laminés. Et le fait que la Grèce sort petit à petit du trou noir où ils étaient depuis une quinzaine d'années, c'est pas parce qu'ils font ce qu'a recommandé leur ministre des Finances ou bien les idées qui étaient défendues par Tsipras pendant les élections. C'est plutôt des idées classiques de centre-droite. Voilà. Donc, je pense qu'ils les savent et je pense qu'il vaut mieux pour eux. Ils sont très forts en tant qu'opposition et provocation. Il a raison, Gilles Miaeli, Elliot Maman. Finalement, la gauche ne veut pas gouverner? Pas la gauche, LFI. LFI, vous dites. Sur la France LFI. Insoumise, je suis partiellement d'accord. Je pense qu'ils n'ont pas envie du pouvoir maintenant, puisqu'ils estiment avoir une véritable chance pour 2027. Donc c'est pour ça qu'ils évoquent la question de la destitution d'Emmanuel Macron. Parce qu'ils préféreraient une présidentielle plutôt que de gouverner depuis Matignon et de réduire leurs chances de pouvoir séduire les électeurs une nouvelle fois. Je ne pense pas qu'ils estiment véritablement que la proposition de destitution d'Emmanuel Macron soit tangible en tant que telle. En revanche, ils voient bien qu'en étant toujours plus outrancier, ce qui d'ailleurs intéresse bien davantage les médias que les positions modérées que peuvent exprimer d'autres responsables politiques à gauche, cela va mettre la focalisation sur leur outrance à l'heure actuelle et donc jeter une forme de discrédit à leur égard. Et je pense en effet que Jean-Luc Mélenchon pense plutôt qu'en 2027, il pourrait avoir une véritable chance, mais qu'il a également conscience du fait qu'aujourd'hui, les sortants à une élection ont plutôt souffrent d'une forme de rejet dans l'opinion publique et qu'à l'heure actuelle, être en fonction
au cours d'une élection est davantage une charge qu'un avantage. Et c'est donc par anticipation que la France insoumise, à mon avis, a en effet très peur d'accéder finalement à Matignon et donc de pouvoir être tenue comptable des souffrances, par exemple économiques, d'une partie de la population qui pourrait le leur reprocher au cours des élections de 2027. De la même manière, à mon avis, que le Rassemblement national, par exemple, il y a un peu la même problématique. Oui. Exactement de sa situation de groupe pivot et non majoritaire à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, puisque Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'il a voulu dissoudre l'Assemblée, c'était vraisemblablement pour permettre à Jordan Bardella d'accéder à Matignon et donc s'assurer de ne pas avoir à transmettre les clés de l'Élysée à Marine Le Pen en 2027. De toute évidence, cet objectif-là n'a pas été rempli. Louis Dragnel. La difficulté quand même pour tous les groupes politiques qui vont être invités et conviés donc à l'Élysée à partir de demain et jusqu'à lundi, c'est que globalement, vous regardez l'équation que Emmanuel Macron a imposée. Il a expliqué, et ça nous a été précisé tout à l'heure, qu'il fallait un Premier ministre donc à la tête d'une majorité qui ne se fera pas renverser. Et ça, c'est une condition sine qua non. Ça veut dire qu'il faut un Premier ministre ou une Première ministre qui est à la tête au moins d'une majorité relative. Sauf que quand vous regardez les groupes parlementaires dans le détail, aujourd'hui, c'est totalement impossible. Vous avez les forces de gauche, si on totalise les députés LFI, PS, écologistes et le groupe GDR, vous êtes à 193 députés. Si vous additionnez toutes les forces de ce qu'on appelle le bloc central, EPR, Modem et Horizon, vous êtes à 166. Et puis, il reste la droite nationale avec le Rassemblement national et les amis d'Éric Ciotti, 126 plus 16. Globalement, vous avez une Assemblée nationale qui est complètement éclatée. Il y a 11 groupes parlementaires. C'est quelque chose d'assez inédit. Et donc, on a énormément de mal à imaginer comment Emmanuel Macron peut réellement trouver le moyen de désigner un Premier ministre capable d'avoir une majorité derrière. Et j'ai l'impression, moi, qu'il faut vraiment distinguer ce que Emmanuel Macron déclare et la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas comment une majorité peut se dessiner avec la composition politique actuelle. Est-ce que vous avez entendu depuis une semaine ou 10 jours des groupes politiques dire « moi je suis prêt à travailler avec un tel ou une telle ». Globalement, on a l'impression que tout est extrêmement figé, à l'exception peut-être, mais ça a commencé dès le début, des Républicains et des Républicains qui soutiennent Laurent Wauquiez, donc qui sont aujourd'hui canal historique, qui sont 47, mais même eux qui... Donc globalement aujourd'hui ont un pouvoir très important puisqu'ils peuvent apporter leur soutien ou le retirer à Emmanuel Macron. Mais même avec l'apport de ces députés-là, et encore faudrait-il que tous les députés viennent en masse de manière intangible, même avec ça, Emmanuel Macron n'aurait pas de majorité relative. Donc là, on a l'impression quand même que globalement Emmanuel Macron s'apprête à, sans le dire comme ça et sans dire qu'il le souhaite, s'apprête à maintenir Gabriel Attal au pouvoir à la tête d'un gouvernement démissionnaire. Et globalement, on n'a pas l'impression que ça chagrine beaucoup Emmanuel Macron, cette situation. Il est débarrassé de sa majorité, il n'a pas d'opposition. Oui. Je me demande, est-ce qu'il ne compte pas justement sur la dislocation du nouveau Front populaire pour pouvoir récupérer quelques parlementaires sociodémocrates du Parti socialiste qui viendraient apporter les derniers élus qui... Non. Pour l'instant, non. Mais peut-être que les outrances de la France insoumise qui vont continuer dans les jours et dans les semaines qui viennent vont conduire certains à se dire qu'ils préféreraient rejoindre une coalition de centristes plutôt qu'une coalition de la gauche qui ne représente pas forcément leurs opinions politiques. Je pense qu'Emmanuel Macron compte là-dessus pour former cette coalition de centre mou qui rassemblerait, comme vous l'avez dit, la droite républicaine, les Horizons, les macronistes et encore une fois quelques élus de socialistes qui permettraient de faire cette coalition, d'obtenir une majorité qui permettrait ensuite de mener à bien les projets politiques sur lesquels ils s'entendraient, sur les grands objectifs sur lesquels ils s'entendraient avant la prochaine élection qui ne se fera pas avant un an. Gilles Miaili, le mot de la fin. Oui, et peut-être aussi, puisque la France n'est pas seule au monde, il y aura une crise. On peut par exemple imaginer si l'Ukraine... Oui, c'est ça. Non, pas en crise politique. Par exemple, si les Russes font une percée et l'Ukraine est en train de s'effondrer, et il faut décider, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Peut-être il y aura une majorité. Autour de ça... le président peut décider seul. Non, mais c'est plus compliqué que ça derrière. Il vaut mieux avoir une majorité. Allez, ça peut être une crise financière, etc., etc. Donc ça va changer les dons de la question.